Aujourd'hui, dans notre série La France sous François Ier, nous allons visiter une ville qui n'était pas en France au début du règne de François Ier, Nantes, qui appartenait au duché de Bretagne. Nantes ne devient vraiment française qu'en 1532 par l'édit d'union de la Bretagne à la France. Cet édit d'union perpétuel et indissoluble est d'ailleurs promulgué à Nantes le 13 août 1532 par François Ier. Cela est rappelé par un vaste panneau sur un mur du château des Ducs de Bretagne où a eu lieu cette promulgation, après une assemblée qui s'était tenue à Vannes un peu auparavant. Cette union avait été largement amorcée avec le mariage d'Anne de Bretagne avec le roi de France Charles VIII, celui qui est mort en se cognant la tête contre un linteau de porte, puis le mariage avec Louis XII. Et cela a été renforcé par le mariage de François Ier avec la fille d'Anne de Bretagne, Claude de France. Anne de Bretagne a très logiquement une grande place à son honneur dans Nantes, la place Duchesse Anne, non loin du château des Ducs de Bretagne où elle est née. Elle a littéralement laissé son cœur dans ce château puisqu'après sa mort, selon ses instructions, elle a envoyé son cœur à Nantes dans un cardiotaphe que l'on peut toujours admirer au château, tandis que le reste de sa dépouille se trouve dans la basilique de Saint-Denis près de Paris. Avant cela, le château des Ducs de Bretagne a été fondé par Guy de Thouars au XIIIe siècle pour constituer une base défensive à Nantes. Le château est devenu la principale résidence ducale bretonne sous François II, le père d'Anne de Bretagne, qui l'a fortement remanié. Le château repose sur une partie de l'enceinte gallo-romaine datant du IIIe siècle que l'on peut toujours voir et qui longeait la Loire. Justement, le château se trouve tout au bord d'un bras de la Loire et les douves sont alimentées par ses eaux. Ce bras n'existe plus car il a été comblé à la fin des années 1930 et plutôt que des bateaux, ce sont maintenant des trains qui circulent à cet endroit. Revenons au règne de François Ier. Pour mieux surveiller les Bretons, tout récemment annexés, François Ier fait construire un bâtiment supplémentaire au sein du château, appelé le Petit Gouvernement. Il a servi de logement au lieutenant du roi. Plus tard, il servira de logement à Henri IV, qui est le petit-fils de la sœur de François Ier, venu à Nantes pour signer son fameux édit, l'édit de Nantes, le 13 avril 1598. Notons que la cour du château est aussi ornée d'un puits qui date du XVe siècle. À l'époque, le château n'est bien sûr pas la seule structure défensive de Nantes. Nantes était bien sûr entourée par des remparts percés de portes dont il reste notamment la porte Saint-Pierre qui date du XVe siècle, mais qui repose sur des fondations d'époque gallo-romaine également comme le château. À l'origine, elle comportait un pont-levis qui passait au-dessus des fossés creusés sous les ordres de Guy de Thouars. Mais il y avait un deuxième château à Nantes à cette époque, le château de Bouffay, plus ancien que celui des Ducs. Il a aujourd'hui disparu, mais une place porte encore aujourd'hui son nom. Il a été construit au Xe siècle pour protéger Nantes des attaques vikings et sa construction a été décidée par le duc Conan Ier de Bretagne, qui pour le coup n'était pas Conan le barbare. Lorsque le château des Ducs a été érigé, la cour du château de Bouffay est devenue publique et les bâtiments ont servi à l'administration municipale puis judiciaire. Les bâtiments ont ensuite servi de prison et les exécutions publiques se faisaient dans l'ancienne cour du château. Le château a finalement été rasé dans les années 1840. En ce qui concerne les édifices religieux, signalons la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul visible depuis les remparts du château. Sa construction s'est étalée sur 457 ans, de 1434 à 1891. Sous le règne de François Ier, la cathédrale a déjà sa façade, ses tours et une nef, mais il n'y a pas encore de voûte à cette nef, pas de transept et d'arc-boutant. Il y a cependant un magnifique grand vitrail représentant Anne de Bretagne et sa mère qui avait été posé en 1498. Ce vitrail a été perdu lors de l'incendie criminel du 18 juillet 2020. Marchons un peu pour aller sur le côté sud de la cathédrale et aller voir la psalette, construite à la fin du XVe siècle et qui a été la résidence de l'archidiacre de la région. Elle était aussi une école de chant religieux, comme son nom l'indique, puisque le mot psalette vient du latin psalere, qui signifie étymologiquement chanter les psaumes et, au sens plus large, chanter les offices religieux.